Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère Patrick Henningsen est avec nous. Bienvenue, Patrick. C'est un plaisir d'être avec vous, Nima. Permettez-moi de commencer, Patrick, par cette information de dernière minute. Jusqu'ici, nous avons vu, vous savez, 3 images ou séquences vidéo en provenance d'Arabie Saoudite montrant que 3 cibles ont été touchées dans le pays, peut-être lors de la récente attaque yéménite contre l'Arabie Saoudite. 2 d'entre elles se trouvaient, si je ne me trompe pas, à Rabiq, la ville de Rabi. Oui, 2 à cet endroit. L'une à Abqaiq. 2 raffineries et un site de stockage. Et une 4e information vient tout juste de tomber. Elle indique que des images satellites publiées récemment, prises hier, montrent qu'un missile yéménite a directement frappé une installation pétrolière à Yanbu, en Arabie Saoudite. Voici la cible que vous voyez ici, ainsi que l'image que nous venons de recevoir. Cela montre l'importance de ces attaques. Ce sont des installations complexes. Il ne s'agit pas seulement de pétrole et de tout ce qui l'entoure. Elles produisent beaucoup de choses. Une usine de graisse, et ils y mélangent aussi certains produits chimiques. Plusieurs produits sortent de ces installations. Donc, il y en a 4 à l'heure actuelle. 4 de ces cibles ont été touchées. Cela semble avoir eu un impact énorme sur l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, personne ne parle de l'ampleur de cet impact en Arabie Saoudite. Ces informations viennent des satellites. C'est pour cela que nous le savons. Et Patrick, la guerre connaît en quelque sorte une pause en ce moment. Les États-Unis et l'Iran, à mon avis, évaluent et réévaluent leur position pour voir ce qui se passe. Donald Trump a rencontré aujourd'hui Benjamin Netanyahu et Zelensky, tous les deux. Puis, plus tard, ils vont se rendre aux funérailles de Lindsey Graham. C'est la phase actuelle. Pensez-vous que nous nous dirigeons vers une nouvelle escalade? Les 2 camps se préparent-ils, ou bien se passe-t-il autre chose dans l'esprit de Donald Trump? D'accord. Eh bien, la première chose que je dirais, Nima, c'est que nous sommes déjà dans une nouvelle escalade. Nous y sommes déjà. Et c'est un point important que les gens doivent comprendre. Ce qui s'est passé ces derniers jours. Mettons de côté l'Arabie Saoudite et le Yémen. Évidemment, c'est extrêmement lourd de conséquences, parce que tout ce qui perturbe les installations d'exportation saoudiennes sur la mer Rouge touche à la bouée de sauvetage économique extérieure du Royaume d'Arabie Saoudite pendant la fermeture du détroit d'Ormuz. Tout ce qui l'affecte de manière significative est énorme. Mais, pour l'instant, du moins sur le plan militaire, il s'agit d'un conflit entre Ansar Allah au Yémen et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et rien n'indique encore que les États-Unis ou Israël interviendront en faveur de l'Arabie Saoudite. On peut donc compartimenter cette situation, mais elle aura d'énormes répercussions sur l'économie mondiale. Cela se reflètera dans le prix du pétrole et dans d'autres indicateurs de marché. Et cela empirera progressivement tant que la situation durera et que ces installations resteront hors service. Certaines de ces installations, Nima, des installations saoudiennes, pourraient rester hors service pendant longtemps. C'est tout simplement trop difficile à savoir. Et il n'est certainement pas sûr d'effectuer des réparations, de la reconstruction et de la maintenance tant qu'il y a des hostilités entre ce pays et Ansar Allah au Yémen. C'est donc le premier point. Deuxièmement, le ciblage par l'Ukraine d'un navire iranien dans la mer Caspienne constitue une énorme escalade. C'est une énorme escalade. On entre maintenant dans une sorte de scénario de guerre mondiale. Et il faut voir les choses sous 2 angles. D'abord, il faut penser à la tentative des États-Unis de faire appliquer un blocus au sud dans le détroit d'Ormuz. Ensuite, il faut considérer cette escalade et cette attaque menée par l'Ukraine. L'excuse ukrainienne est assez lamentable.
Elle consiste à dire que l'Iran aide la machine de guerre russe et que par conséquent, l'Ukraine aurait en quelque sorte le droit d'attaquer un navire iranien, de tuer des membres d'équipage, et ainsi de suite. C'est tout simplement totalement ridicule. Le fait qu'aucun pays occidental, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, ne se soit prononcé contre cela, ni n'ait rien dit pour réprimander l'Ukraine, indique qu'ils étaient derrière l'opération, ou qu'ils travaillaient avec l'Ukraine pour frapper ces cibles iraniennes en mer Caspienne. Considérez donc cela comme une extension du blocus imposé par les États-Unis et leurs alliés. Et considérons aussi que l'Ukraine agit comme un relais d'Israël, parce que de nombreux éléments dans cette affaire, notamment les communications et les déclarations des Israéliens, indiquent qu'Israël avait probablement connaissance à l'avance de cette attaque. Sinon, Zelensky lui-même entretient une forme de relation stratégique ou tactique avec les Israéliens. Et cela ne surprendrait personne, parce qu'Israël a été très impliqué en Ukraine, même avant la guerre, sur le plan militaire, avec l'armée israélienne et des forces israéliennes présentes en Ukraine. Donc maintenant, on étend cela. D'un point de vue géopolitique, c'est la route commerciale russe du corridor médian. Elle utilise la mer Caspienne comme une grande voie commerciale et d'approvisionnement, et ce corridor s'étend de la Russie jusqu'au port de Mumbai, en Inde. C'est donc une voie maritime stratégique très importante. D'une certaine manière, les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël forcent désormais la Russie à s'impliquer dans cette affaire. Or, la Russie a toutes les raisons de ne pas s'y impliquer, pour trop de raisons évidentes, trop nombreuses pour être toutes citées. Cependant, l'Iran a déclaré qu'il riposterait. Il a établi toute une liste de cibles concernant les infrastructures européennes, les lignes d'approvisionnement en pétrole et en gaz, les réseaux énergétiques, etc. Cela a déjà été publié par l'Iran, et c'est lui qui choisira la manière dont il répondra. Et ils ont dit qu'ils répondraient. D'accord. Alors, est-ce un coup ponctuel, une manœuvre de l'Ukraine, ou est-ce fait pour créer une situation au bénéfice de ses soutiens, que ce soit les États-Unis ou Israël? Il reste à voir jusqu'où cela va aller exactement. Mais c'est très important. On voit maintenant que les États-Unis, au minimum les États-Unis et la Grande-Bretagne, utilisent l'Ukraine comme intermédiaire contre l'Iran. Je pense qu'on peut l'affirmer sans risque. Et Israël aussi utilise l'Ukraine comme intermédiaire contre l'Iran. Donc on étend désormais ce conflit. Je pense que beaucoup de commentateurs et d'experts, y compris certains que je respecte énormément, dans diverses émissions comme celle-ci, pas cette émission précisément, mais d'autres, et qui ont aussi une forte présence sur Substack et dans ce type de médias indépendants, en parlent comme s'ils ne comprenaient pas ce que fait Trump. Que fait Trump? Trump n'a aucune porte de sortie, et ainsi de suite. Ils parlent comme si les États-Unis se trouvaient à un carrefour, sans savoir quoi faire. D'accord? C'est une façon très naïve de voir les choses. D'accord? Et si vous parlez à des gens de l'armée, à des gens qui sont sur le terrain opérationnel, vous saurez que les États-Unis ont des opérations planifiées et financées jusqu'à la fin de l'année, Nima. L'une de ces opérations consiste à affaiblir, à dégrader et à détruire les infrastructures iraniennes qui lui permettent de contrôler le détroit d'Ormuz. C'est une opération américaine. Elle n'a pas d'échéance à la fin de la semaine et elle ne dépend pas des tweets de Trump. Elle vient du Pentagone. C'est le DoD ou le ministère de la Guerre, peu importe comment il l'appelle cette semaine. Et c'est plus probable. Son calendrier s'étend jusqu'aux élections de mi-mandat, puis jusqu'en 2027, et théoriquement jusqu'à la fin du mandat de ce président. Et ces opérations vont continuer jusqu'à ce qu'elles cessent, jusqu'à ce qu'un ordre soit donné pour les arrêter. Et pour moi, c'est assez clair. Le protocole d'accord était une ruse. C'était faux.
Donc cette idée selon laquelle J.D. Vance et Trump négocient avec les Iraniens, qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient et qu'ils ont donc intensifié les choses, tout ça, c'est du théâtre pour le public. Les États-Unis se servaient du protocole d'accord comme d'une ruse pour gagner du temps et lancer ces opérations. Ils les ont menées, et à leurs yeux, probablement avec succès pour l'instant. Puis ils diront au public que les négociations ont échoué. Trump enverra alors une lettre au Congrès pour l'informer de 60 jours supplémentaires d'action militaire, afin de ne pas avoir à passer par le War Powers Act et obtenir, vous savez, une véritable autorisation du Congrès pour faire la guerre. Ainsi, l'exécutif, l'administration Trump, peut continuer à faire ça. Et cela permet au Pentagone de poursuivre l'opération. D'accord? Parce que les États-Unis et Israël savent que le levier le plus précieux de l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Donc pour les États-Unis et Israël, la solution consiste à affaiblir ou à empêcher la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz. Et peu leur importe que cela prenne 10 jours, 2 semaines ou 6 mois. Ça n'a aucune importance. Les gens diront, eh bien, ce sera un désastre pour Trump et pour les élections de mi-mandat. Et peut-être que ce le sera. Peut-être pas. Mais cela va au-delà de Trump, d'accord? Peu importe vraiment qui est président. C'est la stratégie des États-Unis. Et c'est ce que souhaite Israël. Et cela transcende tous les gouvernements et toutes les administrations, démocrates ou républicaines en Amérique. Et c'est ça que les gens doivent prendre du recul et regarder. D'accord? Regardez les résultats. Regardez les cibles choisies par les États-Unis ces dernières semaines. D'accord? Et avant ça, quand tout ça s'est effondré, soi-disant effondré, et oui, techniquement, ça s'est bien effondré, mais la crise a été fabriquée. C'est évident au vu des déclarations et des actions des États-Unis qui ont poussé des pétroliers à emprunter, je cite, la route omanaise, tout en sachant parfaitement que cela allait provoquer une réaction des forces navales iraniennes qui agissent conformément au protocole d'accord. Ensuite, les États-Unis peuvent simplement affirmer que c'est inacceptable, puis faire immédiatement monter la tension et neutraliser des cibles radars, des installations navales et des infrastructures dans le sud, autour et à proximité du détroit d'Ormuz. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc personne ne devrait avoir le moindre doute sur ce qui vient de se produire. Ensuite, les États-Unis vont organiser une nouvelle série de négociations qui échoueront à la fin des 60 prochains jours. Puis Trump enverra une nouvelle lettre au Congrès pour demander 60 jours de plus. Et ça nous amène tout droit en octobre. Les États-Unis pourraient donc lancer une grande opération terrestre. Vous savez, prendre l'île de Karg ou s'emparer temporairement d'une île ou de quelque chose comme ça avant les élections de mi-mandat. Personnellement, je pense que ce serait une opération militaire symbolique, un événement destiné à faire davantage adhérer le pays à la guerre. Et peut-être que quelques soldats américains morts serait une bonne chose pour Washington. Je pense que Trump utiliserait probablement ça de manière cynique, mais tout le monde l'utiliserait pour pousser l'Amérique à se rallier autour du drapeau. Une sorte d'opération de sauvetage, ou un destroyer américain abattu, ou quelque chose qui mettrait vraiment les Américains en colère, tout en les forçant à soutenir leurs troupes. Ce type de situation pourrait idéalement se produire entre septembre et octobre, juste avant les élections de mi-mandat. Parce qu'ils n'obtiendront pas l'adhésion des États-Unis sur la base de ce que le président a dit ou de ce que les États-Unis ont déjà fait, car toute l'opération est en quelque sorte un échec. Ils devront faire autre chose pour essayer d'impliquer davantage l'opinion publique américaine dans les objectifs que le président et Israël ont pour cette guerre. Et quelle forme cela prendra? Nima, j'en ai aucune idée. Et je ne dis pas que ce sont de bonnes opérations. Je ne dis pas que ça va marcher. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce que font les États-Unis et c'est ce qu'ils vont continuer à faire
jusqu'aux élections de mi-mandat. Donc, s'il se produit quelque chose qui interrompt cela, ou s'ils aggravent la situation jusqu'à provoquer une crise nucléaire avant ou après les élections de mi-mandat, peu importe, alors il faudra revoir cette analyse. Mais en l'état, sur le plan conventionnel, voilà ce qui s'est passé. Alors, suivre ce théâtre chaotique de Trump, coup par coup, événement par événement, c'est comme regarder un match de tennis. Je pense que c'est très contre-productif. Parce que tout change toutes les 24 heures, voire plus souvent. Ça change toutes les 12 heures. Il y a des menaces, des déclarations, des accords qui ne sont pas respectés. On rejette toujours la faute sur l'autre camp, puis on fait marche arrière, puis on redevient plus agressif, puis on recommence à bombarder. On a déjà traversé ce cycle tellement de fois. Donc je veux dire, du point de vue de l'analyse, on ne peut pas ignorer tous les schémas qui nous ont conduits jusqu'ici. C'est impossible. J'évalue tous les différents schémas et cycles et il est assez évident de voir ce qui se passe. Ils vont donc monter une nouvelle fausse négociation. Et ça ne change rien. Les objectifs d'Israël sont très clairs. Et l'Iran fixera ses conditions en conséquence. Et l'Iran se préparera et agira en conséquence. Les Iraniens, Nima, vous savez, d'après ce que j'ai compris en étant en Iran ces dernières semaines, les Iraniens savent parfaitement ce que font les États-Unis. Ils ne sont pas dupes une seule seconde. Ils savent exactement ce qu'ils font et ils se préparent. Et ils savent que ce sera une affaire longue et désordonnée, potentiellement sanglante, mais assurément chaotique et compliquée, qui durera largement jusqu'en 2027 et au-delà. Les gens en Iran ne sont pas naïfs. Ils ne pensent pas qu'il existe une solution miracle, ni que les États-Unis vont soudainement capituler et rentrer chez eux, et qu'Israël va soudainement capituler, que Netanyahou va aller en prison et que les Israéliens vont dire « Nous sommes désolés, puis se présenter à la porte à Téhéran avec des roses blanches en disant « Oh, nous sommes vraiment désolés de ce que nous avons fait ». Ça n'arrivera pas. Donc ce n'est qu'une guerre d'usure. C'est un bras de fer géopolitique et cela se réglera très probablement sur le champ de bataille parce qu'il n'y a aucune diplomatie venant de l'Occident. Aucune. Tout est mensonge. Tout est factice. L'Iran a envoyé ses vrais diplomates, des gens intelligents, des personnes compétentes. Ils se sont préparés aux négociations, ils ont fourni le cadre. Les États-Unis n'ont rien fourni. Les États-Unis ne font que lancer des ultimatums, des menaces, de la coercition et des punitions collectives. Ce n'est pas de la diplomatie, il n'y aura pas d'accord. C'est impossible. 0% de chance de succès du côté américain. Et ce sera la même chose pour les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Cela finira de la même manière. Et très franchement, c'est ainsi qu'Israël négocie. Israël attaque pendant les négociations. Israël assassine des négociateurs en pleine négociation. Israël rompt chaque accord ou entente, parce qu'Israël pense qu'en faisant cela, il peut changer les faits sur le terrain pendant les négociations, puis utiliser cela comme moyen de pression contre son interlocuteur. Et les États-Unis ont désormais adopté toutes les méthodes israéliennes sous Donald Trump. Israël descend dans le caniveau, se bat déloyalement et mène la guerre par la tromperie. Et les États-Unis étaient une superpuissance. Ils pouvaient faire ça. Ils pouvaient être au-dessus de ça. Mais aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus vraiment une superpuissance dans la région. Ils doivent maintenant recourir aux tactiques israéliennes. Mentir, tricher, user de tromperie, descendre dans le caniveau, mener, au fond, des opérations de bas niveau et simplement mentir au monde et à leur propre peuple. Et je ne dis pas que les États-Unis ne l'ont pas fait par le passé, mais ils ont toujours pu s'appuyer sur l'intimidation et les menaces de recours à la force. Et l'Iran est en train, en gros, de retirer cette carte à l'Amérique.
Alors maintenant, les États-Unis doivent agir comme Israël. Ils parlent donc comme Israël. Ils profèrent des menaces d'anéantissement comme Israël. Ils ignorent complètement les accords qu'ils ont signés comme Israël. Et ils ne respectent aucune loi internationale, aucune résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, rien du tout comme Israël. Donc en Asie occidentale, nous avons en gros l'anarchie. Et les Iraniens, ainsi que d'autres pays, essayent de respecter les règles et de rester professionnels. Et ils vont continuer à le faire parce qu'ils en ont besoin pour garder à leur côté des partenaires comme la Chine, d'autres alliés, la Russie, etc. L'Iran va devoir se comporter comme une puissance respectueuse des normes parce que c'est probablement la seule façon pour lui de survivre à l'avenir. Mais les États-Unis n'ont absolument aucun intérêt à se comporter comme une puissance respectueuse des normes. Aucun. Et Israël n'a rien de respectueux des normes. C'est un acteur hors la loi. À ce stade, Israël est un syndicat criminel qui se fait passer pour un pays. Soyons honnêtes, d'accord? Il ne se comporte pas comme un pays normal. Il ne respecte ni n'applique aucune règle du droit international, ni des dizaines de résolutions de l'ONU. Ils s'en moquent. Ils menacent l'ONU. Ils attaquent les institutions internationales qui tentent de leur demander des comptes, et ils tuent des civils en toute impunité. Vous avez donc affaire à un État voyou. On peut donc, en quelque sorte, l'écarter de l'équation quand il s'agit de négociations. Le seul langage qu'Israël reconnaît, c'est la force. C'est tout. Et l'Iran le comprend parfaitement, tout comme le Hezbollah. Mais le Hezbollah, lui, doit respecter les cessez-le-feu. Il doit respecter les résolutions de l'ONU, toute une série, et il le fait. Parce qu'à la minute où il ne le fait pas, toute la communauté internationale lui tombe dessus en affirmant qu'il a violé ceci, ou fait cela, ou commis un crime de guerre. On lui impose donc des exigences bien plus élevées. Le Hezbollah est soumis à des normes bien plus strictes qu'Israël, bien plus strictes. L'Iran est soumis à des normes bien plus strictes qu'Israël ou que les États-Unis. Et c'est ça, l'hypocrisie. C'est ça, le deux poids, deux mesures. C'est ça, le problème de l'ordre international fondé sur des règles. Et c'est pour ça qu'il se désagrège et devient sans importance, à cause de cette hypocrisie, à cause de ce deux poids, deux mesures. Et maintenant, on peut le voir à l'œuvre. Et les résultats réels, pas les résultats politiques théoriques. Non, le nombre de morts sur le terrain est effroyable. Et voilà ce qui arrive quand on laisse les États-Unis dicter les termes des relations internationales. Et parce qu'au fond, ce ne sont pas les États-Unis qui les dictent, c'est Israël qui les dicte à travers les États-Unis, Et c'est la source des problèmes dans la région. Et ça l'est depuis 1948, très franchement. Patrick, voici ce que Channel 12 a rapporté sur la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. La chaîne a déclaré que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Donald Trump avaient tenu une réunion d'1h15 à la Maison-Blanche, que des responsables israéliens ont qualifiée de très bonne et très positive. Ils ont expliqué que la réunion et les discussions portaient principalement sur l'Iran. Les deux dirigeants réaffirmant leur engagement à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Ils ont également parlé du partenariat entre les États-Unis et Israël, ainsi que d'opportunités plus larges au Moyen-Orient. Un haut responsable israélien a déclaré que Netanyahou avait présenté la position d'Israël, alors que Donald Trump se prépare à décider des prochaines étapes concernant l'Iran. Il a ajouté « Nous sommes à un moment critique, et le président Trump prendra bientôt une décision sur la marche à suivre. » Nous ne lui mettons pas la pression, mais nous ne faisons pas non plus l'autruche. C'est ce qu'a rapporté Channel 12. L'autre information importante vient tout juste de tomber.
Ansarallah a annoncé avoir pris pour cible le pétrolier saoudien NCC Khazal en mer Rouge, affirmant que le navire avait violé son blocus des ports saoudiens. Voilà les nouveaux développements. Le problème, Patrick, c'est qu'il y a deux enjeux majeurs pour Donald Trump. L'un, c'est le marché du pétrole. L'autre, ce sont les munitions et la manière dont l'Iran frappe avec précision des cibles dans les pays du Conseil de coopération du Golfe et en Jordanie, par exemple. L'une des principales raisons, vous voyez, c'est que lorsque l'Iran a frappé ses cibles en Jordanie, Donald Trump a en quelque sorte fait un peu marche arrière pour réexaminer, réévaluer la situation. Et puis vous avez le cas des Yéménites qui arrivent et qui détruisent complètement tout le dossier en mettant beaucoup de pression sur l'Arabie saoudite. Ce sont les nouveaux enjeux, les nouvelles répercussions du conflit. Comment voyez-vous aujourd'hui, comme l'a rapporté Channel 12, cette réunion et la manière dont la partie iranienne a déclaré aujourd'hui qu'elle était prête? Si les États-Unis repartent en guerre, ils y sont prêts et ils continueront aussi longtemps qu'il le faudra. Allez-y. Quelle est votre lecture de cela? Eh bien, sur les marchés pétroliers, beaucoup de gens dans l'administration Trump, dans son cercle rapproché et plus généralement à Wall Street, des gens bien connectés, tirent très bien leur épingle du jeu grâce aux pics et aux creux à court terme des prix du pétrole. Ils gagnent tous de l'argent simplement avec les fluctuations des prix, d'une semaine à l'autre, qui correspondent à chacune de ces actions. Par exemple, l'Arabie saoudite a clairement été poussée par les États-Unis à s'engager au Yémen. Clairement. Il n'y a aucune raison logique au monde pour que l'Arabie saoudite se soit impliquée avec les compagnies aériennes iraniennes et les frappes contre l'aéroport de Sanaa. Cela ne présente absolument aucun avantage pour l'Arabie saoudite. Elle avait un cessez-le-feu avec le Yémen, avec Ansarallah, depuis 2023. Mais nous avons vu que ça venait des États-Unis, parce que les États-Unis agitaient cet accord nucléaire sous le nez de l'Arabie saoudite, nous le savons tous. Et ils ont obtenu que l'Arabie saoudite attaque le Yémen dans l'intervalle. Et c'était probablement à la demande des États-Unis. Et si c'est à la demande des États-Unis, cela signifie qu'Israël est derrière les États-Unis, à faire pression sur eux. Donc là, vous avez affaire à trois acteurs. Et puis 2 jours plus tard, le jeu a été dévoilé. Trump a dit « Oh non, cet accord nucléaire avec l'Arabie saoudite, il n'aura pas lieu tant que l'Arabie saoudite n'aura pas signé les accords d'Abraham. » Pas vrai? Donc, ce qui s'est passé est assez clair, Nima. Ce n'était pas simplement l'Arabie saoudite qui agissait de son propre chef. C'était un coup de négociation façon l'art du deal, avec Trump et Israël qui poussaient les Saoudiens. Il y a aussi d'autres éléments qui l'ont révélé. Nous n'avons pas le temps d'y entrer. Mais au final, les États-Unis et peut-être Israël auraient forcément dû savoir que le Yémen riposterait et qu'il riposterait d'une manière qui allait vraiment porter atteinte au secteur saoudien de la pétrochimie, du pétrole et du gaz et affecter les marchés. Je veux dire, il faudrait être vraiment stupide et naïf pour penser que ça n'allait pas arriver, parce que c'est exactement ce qui arrive. C'est ce que nous avions tous dit, qui arriverait, ou en tout cas certains d'entre nous. Mais toute personne qui a suivi les agressions et les échanges entre l'Arabie saoudite et le Yémen ces dernières années avait déjà pu voir que le Yémen peut attaquer Yanbu et toutes ses cibles sur la mer Rouge. Ils l'ont déjà fait par le passé, ainsi que des installations d'Aramco, et bien sûr, ils le feront encore. Et qu'ont-ils fait? Oui, ils ont attaqué les mêmes endroits. Alors peut-être qu'il y a là un autre calcul. Damn Arabie saoudite.
Et les États-Unis et Israël pensent pouvoir les affaiblir et peut-être les déstabiliser un peu, les faire redescendre d'un cran, leur envoyer le message de qui commande vraiment dans la région. Parce que les autres États du Golfe n'ont absolument aucune influence ni aucune capacité à jouer un rôle régional significatif. Le Koweït, Bahreïn, ils sont au bord de l'effondrement du point de vue de leur position stratégique. Le Qatar est déjà très compromis et les États-Unis ont évacué leur base là-bas, si je ne me trompe pas. La base aérienne d'Al-Udeid, qui était auparavant le centre névralgique du CENTCOM, est pratiquement inutilisable, d'après ce que j'ai vu dans les rapports. Donc le Qatar est en quelque sorte hors jeu. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Les Émirats arabes unis, le Royaume d'Arabie saoudite et le Royaume de Jordanie. Eh bien, on a vu ce qui est arrivé à la Jordanie la semaine dernière. Stratégiquement, elle est extrêmement vulnérable. Le roi est très impopulaire. Il tente de repousser un soulèvement. En réalité, il tente de repousser une révolution dans le Royaume de Jordanie. Et c'est un allié fidèle des États-Unis, ainsi qu'un lieu important pour l'armée américaine. C'est aussi le cas du Royaume d'Arabie saoudite, qui est en gros une batterie israélienne de défense antiaérienne, ou plutôt, de défense antimissile israélienne, avec un pays accroché autour. C'est l'intégralité de sa fonction, à l'heure actuelle. Et dès qu'il ne remplit plus cette fonction, il devient superflu pour l'Empire. Vraiment? Donc vous regardez ces situations, Nima, et vous vous dites, bon, le pétrole peut monter jusqu'à $150, et les marchés mondiaux l'ont déjà absorbé par le passé. En 2008, en 2013, 140, $150. C'est déjà arrivé, même sans guerre catastrophique au Moyen-Orient. Et oui, peut-être que l'essence sera à $6 le gallon aux États-Unis pendant un certain temps. $8 le gallon à Beverly Hills, $7 à San Diego. Mais c'est le pire qui puisse arriver. C'est un risque que les États-Unis sont prêts à prendre. Et Israël, très franchement, se moque des difficultés économiques aux États-Unis, de toute façon. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est même pas un facteur dans leur réflexion. Ils pensent uniquement à leurs priorités militaires et géostratégiques dans la région. Donc si vous réfléchissez à la manière dont tout cela va se dérouler, Nima, au cours des 6 prochains mois, et à ce qui est susceptible de se produire, regardez la tactique américaine. Elle consiste à exercer une pression maximale, à proférer un maximum de menaces et même à employer une force maximale. Puis à venir dire, tout en sollicitant des négociations pendant qu'ils font cela, que l'Iran veut un accord aux Américains et à l'opinion publique mondiale. Et que si l'Iran veut un accord, c'est parce que nous avons été si durs avec lui, n'est-ce pas? Combien de fois avons-nous déjà vu ce schéma? Voilà donc le principe de base de Trump. C'est son cycle de base, et il peut continuer à le reproduire de façon répétée, comme je l'ai dit, sur un cycle de 60 jours ou d'un mois. Et donc, même si les États-Unis déploient symboliquement des troupes au sol et mènent des bombardements massifs pendant 10 jours ou quelque chose comme ça, il dira ensuite « Oh, il mentira au public ». Donald Trump ira dire au public, tout comme ses relais, et J.D. Vance, l'Iran, vraiment, ils veulent un accord à tout prix. Ils veulent un accord à tout prix. On discute avec eux en ce moment même. Ils veulent un accord à tout prix. Et l'Iran dira, nous ne discutons pas avec les États-Unis. De quoi parle-t-il? Et les États-Unis continueront simplement à jouer la même comédie. Puis il y aura une sorte d'accord. Ils annonceront un nouveau mémorandum d'entente qui n'est pas contraignant, c'est ce qu'ils ont déjà fait 2 fois auparavant. Et ensuite, les médias américains célébreront le fait que Donald Trump, enfin, mérite un prix Nobel de la paix. Il aura apporté la paix dans le dossier iranien juste avant les élections de mi-mandat. Ce serait d'une valeur maximale. Ça pourrait sauver quelques sièges républicains au Sénat et peut-être quelques-uns à la Chambre des représentants. Ils perdront quand même la Chambre,
ils conserveront le Sénat. Ce ne sera pas une débâcle, parce qu'il pourra créer l'apparence d'une victoire sur l'Iran ou résoudre d'une manière ou d'une autre ce problème impossible que personne n'a pu résoudre. Et il s'en attribuera le mérite. Et tout le monde, vous savez, encensera le président, au moins dans son propre parti, ainsi que Mike Johnson et tous les autres, avant les élections de mi-mandat. Et puis, après l'élection, quel qu'en soit le résultat, les États-Unis renieront l'accord et reprendront les hostilités. Mais à chaque fois qu'ils font ça, cela leur permet de se réarmer et de reconstituer leur stock. Ils n'ont pas besoin de se réarmer et de recharger pour mener, disons, une longue campagne. Ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient suivre cette manœuvre cyclique, de fausses négociations, ponctuées d'1 à 2 semaines d'agression militaire, puis une nouvelle période d'accalmie. Et ce qui est génial là-dedans, Nima, d'une manière maléfique, bien sûr, je ne cautionne pas ça. Ce qui est génial, Nima, c'est que lors de cette dernière phase, ils ont montré qu'ils pouvaient garder Israël hors de la ligne de mire. Ils peuvent faire tout ça, tout en préservant Israël. Aucun missile tiré sur Israël. Ils peuvent simplement contenir tout cela, le garder dans le cadre iranien, et les États-Unis peuvent encaisser des frappes contre ces bases, et ils continueront à le faire. À Washington, ils estiment que c'est un prix qui vaut la peine d'être payé pour Israël. Et ils le paient, et ils continueront à le payer. Et les États-Unis continueront simplement à déplacer leurs moyens militaires. Et tous les experts militaires vont dire, eh bien, ce n'est pas une bonne idée, parce que les États-Unis n'ont plus d'intercepteurs pour les anciens systèmes PAC, et c'est une perte pour l'Amérique. C'est peut-être vrai du point de vue de la grande stratégie, mais du point de vue politique et des opérations militaires à court terme, ils vont continuer cette stratégie, parce qu'ils ont seulement besoin de se réarmer et de recharger leur stock pour de courtes vagues d'attaques contre l'Iran. Les États-Unis disposent de nombreuses options militaires différentes, différents types de munitions à distance de sécurité, des missiles, des sous-marins. Ils peuvent continuer comme ça pendant, disons, les 2 prochaines années. Et pendant ce temps, ils peuvent affaiblir les infrastructures de l'Iran. C'est leur plan, en tout cas pas le mien, ainsi que ses capacités militaires et navales à contrôler le détroit d'Ormuz au fil du temps. C'est ça, la stratégie américaine. Elle est financée, elle est déjà en marche et elle va se poursuivre jusqu'aux élections de mi-mandat, puis en 2027, quoi qu'il arrive, jusqu'à l'arrivée du nouveau président en 2028 ou après, qui sait. Mais même à ce moment-là, ils peuvent continuer sur cette voie avec le temps. C'est donc comme ça que je vois les choses, Nima. Et je sais que ce n'est pas une réponse très séduisante. Je sais que ce n'est pas le genre de réponse qui fait dire « Ah, voilà la solution miracle à la question de la stratégie ». Mais d'un point de vue pragmatique, et en étant réaliste sur la manière dont fonctionne le département de la Défense et sur la façon dont la stratégie américaine fonctionne réellement sur le terrain, c'est en quelque sorte ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, Nima, ma longue réponse à ta question. À ta question en 2 volets. Oui, le CENTCOM affirme que les forces américaines ont dérouté 18 navires commerciaux, en ont neutralisé 2 et en ont arraisonné 2, afin de s'assurer que l'Iran soit soumis au blocus américain. Voilà ce qui se passe. Côté iranien, on voit que le message vient essentiellement des gardiens de la révolution. Ils disent que la poursuite du blocus serait une guerre contre eux. Cela veut dire qu'ils vont riposter si les États-Unis veulent maintenir le blocus sans attaquer l'Iran. Ils finiront par en arriver au point d'attaquer les États-Unis. À mon avis, c'est certain, cela va arriver. Ce sera progressif, mais cela finira par se produire. À terme, on va voir ça. Parce que vous vous souvenez, dans le cas d'Israël, ils ont finalement décidé d'attaquer Israël sans avoir été attaqués par Israël.
À mon avis, c'est ce qui est en train de se passer. L'autre point, c'est que le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, vient de révéler sur la chaîne 14 que l'opération aérienne américaine, menée depuis des bases en Israël, avait frappé l'Iran ces dernières semaines. Selon la radio de l'armée israélienne, il a ainsi divulgué des informations dont la publication était interdite par les règles de censure militaire israéliennes. À mon avis, c'est énorme. Quelle serait la réaction de l'Iran? Je suppose que la prochaine étape, ce serait de frapper partout, vous voyez. Pas seulement les pays du Conseil de coopération du Golfe. Eh bien, les États-Unis n'ont plus autant de positions de repli qu'avant. Donc, leur position de repli en Israël est très importante pour eux. C'est donc vraiment attirer les tirs, désigner Israël comme cible, une cible qu'il se désigne lui-même. On verra bien. Cela signifie que l'aéroport Ben Gurion et ses installations, qui sont désormais à double usage, vont être pris pour cible. Et vous savez, si on y réfléchit, c'est un désastre pour Israël, parce que c'est sa principale porte de sortie. Les Israéliens qui ont une double nationalité, toute la société israélienne est une société à double passeport. Et ils comptent sur l'aéroport Ben Gurion pour pouvoir quitter rapidement le pays. Les États-Unis y ont stationné tous leurs avions ravitailleurs en vol. 60 appareils, des C-130 et toutes sortes d'autres avions importants y sont en quelque sorte stationnés. Et donc voilà, vous savez, Israel Katz donne beaucoup d'informations aux médias ces derniers temps. Et il s'est lui-même impliqué publiquement dans des crimes de guerre, ce qui à mon avis est une énorme erreur. Il se vante d'avoir détruit 20 000 maisons libanaises. Et il s'est vanté d'avoir totalement, je cite, totalement détruit 24 villages libanais historiques. Et il était très fier de ce fait. Il disait ça tout à fait nonchalamment dans les grands médias israéliens. Alors, si vous comparez cela avec la déclaration du guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui a essentiellement déclaré plus tôt aujourd'hui, je suis sûr que vous avez vu ça aussi dans votre fil d'actualité, Nima, que Patrick, il a dit 24 villages libanais, vieux de plusieurs centaines d'années. Nous avons détruit tous les bâtiments, pas maison par maison. Ce sont des villages entiers qui ont été détruits. c'est un génocide. Leur destruction est achevée. Il faut comprendre que 15 à 20 000 maisons, réparties dans les 24 villages, ont été détruites. Voici l'intégralité de sa déclaration. C'est la pièce A d'un dossier de poursuite pour génocide déposé auprès de la CIJ et de la CPI contre Israel Katz. C'est acté maintenant. Donc, Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême, a essentiellement dit que tout futur accord avec les États-Unis exige que la guerre au Liban prenne fin et qu'Israël se retire. C'est ce qu'a dit le guide suprême aujourd'hui. Donc cela va empêcher tout accord potentiel avec les États-Unis, parce qu'Israël ne respectera jamais cela. Ce qui veut dire, Nima, que nous sommes enfermés dans la guerre. Nous sommes enfermés dans la guerre. Je suis désolé de le dire. Le Hezbollah, l'Iran, la région, les États-Unis, Israël, les États du Golfe, tous sont enfermés là-dedans. Il faudrait une intervention politique de la part de quelqu'un pour, d'une manière ou d'une autre, inverser cette dynamique ou revenir à de véritables négociations. Et peut-être que si Donald Trump tombait malade ou démissionnait de ses fonctions, ça pourrait être un bon déclencheur. Ou si Netanyahou mourait en exercice, ou si quelque chose arrivait, s'il allait en prison ou quelque chose comme ça pourrait déclencher une forme de négociation. Mais en l'état actuel des choses, voilà où on en est. Ce n'est pas terrible. Netanyahou a aussi menacé, il est à Washington en ce moment, à dicter aux États-Unis quelle sera leur politique. Il a déjà dit, très publiquement à Donald Trump, « La Turquie, vous ne devriez pas lui livrer d'F-35 maintenant. Il faut arrêter ça. »
Donc en gros, c'est un discours de guerre entre ces trois parties. Et la Turquie est membre de l'OTAN, tout comme les États-Unis. Je ne vois donc que des problèmes à venir. Mais cela montre qu'Israël essaie, en gros, de forcer la main aux États-Unis et de prendre le contrôle de la géopolitique dans la région. Et c'est assez clair. Trump est passé sur Fox, ce qui était intéressant aujourd'hui, Nima. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il s'en est un peu pris à Netanyahou. Encore une fois, je n'accorde pas beaucoup de crédit à ce scénario du gentil flic et du méchant flic. Mais en gros, Netanyahou se vantait de la montagne Pickaxe et disait que des opérations étaient en cours, prêtes à être lancées, avec le feu vert pour la montagne Pickaxe. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une bombe nucléaire ou quelque chose comme ça? Des armes nucléaires tactiques? Peu importe. Trump a essentiellement réprimandé Netanyahou pour avoir dit ça publiquement à Washington, parce que ça compromet l'effet de surprise des États-Unis, si l'on peut dire. Ou alors c'est simplement une manière d'envoyer une menace indirecte aux Iraniens, si vous voyez ce que je veux dire. À vous de l'interpréter comme vous voulez. Donc toute cette agitation est en train de monter à Washington. Zelensky et Netanyahou sont tous les deux en train de parader dans Washington, D.C., reçus en grande pompe par tous ces élus sans colonne vertébrale. Mais je pense qu'Israël pour l'instant est satisfait, parce que l'Iran ne lui tire pas de missiles dessus. Et du point de vue des États-Unis, en tout cas, ils ont légalisé et légitimé leur occupation du Sud-Liban. Ils poursuivent aussi le nettoyage ethnique de Gaza, ainsi que les pogroms qui continuent en Cisjordanie. Donc en ce moment, Israël est content, ou du moins Netanyahou l'est. Mais viendra un moment où il faudra une escalade, parce que cette situation actuelle ne tiendra pas indéfiniment. On verra. Un média a rapporté hier que Donald Trump demandait aux Israéliens, là encore selon des médias israéliens, que Donald Trump demandait à Benjamin Netanyahou de se retirer de Syrie, du Liban et de Gaza. Aujourd'hui, la chaîne 12 a rapporté que Donald Trump n'avait exigé aucun retrait israélien, quel que soit le secteur, lors de sa rencontre avec le Premier ministre israélien. Donc, tout cela relevait de la manipulation et de la manière dont ils essaient de s'y prendre. Mais plus personne ne le croirait désormais, à mon avis. Surtout après. Le nouveau chargé d'affaires syrien à Washington, D.C., c'est l'ancien terroriste d'Al-Nosra, Mohamed Kanatari. Voilà le nouvel, vous savez, ambassadeur, j'imagine, l'ambassadeur syrien à Washington, D.C., Al-Qaïda. Enfin, il y a littéralement des vidéos terroristes partout sur Internet, datant de l'époque où il décapitait des gens. C'est une blague. C'est une blague. Et pendant ce temps, le gouvernement américain sanctionne des gens comme Francesca Albanese et Karim Khan, qui ne font au fond que leur travail de juriste pour l'ONU ou pour la CPI. Mais si vous êtes un décapiteur d'Al-Qaïda, aucun problème. Vous pouvez devenir ambassadeur à Washington. C'est tellement ridicule. Tellement ridicule. Netanyahou est le plus grand criminel de guerre de notre génération. Facilement. Et même si le maire Mamdani à New York a dit qu'il aimerait l'arrêter, tout en reconnaissant qu'il ne le peut pas légalement, on sait que les États-Unis ne devraient pas permettre à quelqu'un comme ça de tenir audience à Washington. Plus maintenant. Il s'en est tiré tellement de fois auparavant. Mais là, on en est à un point où c'est tout simplement obscène. Et vous savez, l'orgueil précède la chute. Je pense que ce jour-là finira par arriver, peut-être même assez bientôt. Mais tout ça va s'effondrer. C'est tellement ridicule aujourd'hui. Le soutien artificiel à Israël et à ses dirigeants, cette prétention selon laquelle il serait légitime, selon laquelle ce pays se comporterait comme un pays normal. Oui.
Selon un rapport, Donald Trump va utiliser les avoirs iraniens gelés pour indemniser les navires endommagés. Ces navires qui ont été endommagés dans le détroit d'Ormuz. Ensuite, les gardiens de la Révolution ont déclaré que quiconque recevrait des fonds de Donald Trump provenant des avoirs iraniens gelés devrait payer s'il veut traverser le détroit d'Ormuz. Sinon, il ne pourra pas l'emprunter. Il essaye de résoudre le problème, mais on va revenir au même sujet, le détroit d'Ormuz. Je ne vois pas vraiment. Patrick, est-ce que vous pensez qu'on va assister à une sorte de conflit de représailles qui va se prolonger encore et encore, ou à une escalade massive dans les prochaines semaines? Il y a des menaces d'escalade massive, et je suis sûr qu'il existe des plans et des opérations qui ont déjà été conçus, validés, approuvés et financés, mais qui n'ont pas encore été activés. Il y a donc plusieurs scénarios possibles. Vous savez, les États-Unis ont simulé tout cela dans leurs exercices de guerre, tout comme les Israéliens. Et les Iraniens ne sont pas naïfs. Ils savent parfaitement ce qui pourrait potentiellement se produire. Donc en réalité, si l'Iran reste discipliné, ne réagit pas de manière irrationnelle et maintient sa doctrine de proportionnalité et de réciprocité, qui est très rigoureuse, alors ce serait une guerre d'usure, avec des échanges de part et d'autre comme ceci. Et cela pourrait durer très longtemps. Au minimum, je dirais que cela serait garanti jusqu'à la fin du mandat de Trump, donc jusqu'en 2028. Parce qu'il faut comprendre comment ça se joue dans le contexte politique américain. Trump ne peut pas être le président qui a laissé l'Iran acquérir une hégémonie totale sur l'Asie occidentale. Il ne peut pas être cet homme-là. Cela pourrait finir par arriver, Nima. Et cela pourrait arriver. Peut-être que c'est inévitable. Le basculement du pouvoir. Certains diront que ce basculement a déjà eu lieu sous leurs pieds. Il n'a simplement pas encore été officialisé ni formalisé, mais il a déjà eu lieu. Mais Donald Trump ne voudra pas, et les républicains ne voudront pas non plus, être ceux qui, dans les livres d'histoire, auront perdu le Moyen-Orient au profit de l'Iran. Disons-le comme ça. Le titre serait « L'Amérique perd le Moyen-Orient au profit de l'Iran » ou « Trump perd le Moyen-Orient au profit de l'Iran ». Ce serait le titre le plus dévastateur pour son héritage et pour l'héritage politique de Washington. Donc c'est quelque chose que Trump voudrait repousser à un président démocrate. Et c'est normal en Amérique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se projeter. L'année prochaine, on sera en 2027. La campagne présidentielle commencera en avril 2027. C'est une campagne d'1 an et demi. Les premières annonces auront lieu en avril. Les premiers débats et les débats préliminaires se tiendront à l'automne. Il y a déjà octobre, novembre, décembre. Il y aura des débats préliminaires. Donc, le débat sur la politique étrangère, sur l'Iran, va être énorme. Il sera au cœur des affrontements entre les républicains, J.D. Vance, Rubio. Et quand Gavin Newsom, ou qui que ce soit d'autre, débattra face à J.D. Vance, le discours habituel aux États-Unis sera le suivant. Les démocrates ont été faibles, et c'est pour cela que l'Iran a échappé à tout contrôle. Et puis, les républicains diront que Trump a été le premier président à taper du poing sur la table et à dire non aux Iraniens. Ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire et il faut leur montrer qui est le patron. Voilà comment se déroulera le débat. Et les deux candidats diront, tous les deux, qu'ils s'engagent à faire tout ce qu'ils peuvent pour fournir à Israël tout ce dont il a besoin pour se défendre. Et puis ils seront plus durs avec l'Iran. Les républicains diront « Nous avons été plus durs. Nous allons être plus durs. » Et les démocrates sont faibles et ils ne pourront pas défendre une position aussi solide. Parce que la position démocrate serait de négocier un accord pour la stabilité. Mais ça ne marchera pas dans le contexte politique américain.
Dans ce contexte, ce sera plutôt « qui va gagner ?» Qui va gagner? C'est donc comme ça que la question va être débattue. Et les républicains ont déjà un discours tout prêt là-dessus. Ils sont donc dans une position assez forte, simplement en maintenant le conflit pendant toute la durée du mandat de Trump, puis en obtenant peut-être quelques victoires juste avant l'élection. Oui, Une sorte d'accord, ou quelque chose qui puisse être présenté comme une solution à une crise, quelle qu'elle soit, ils le feront. Ou alors, les démocrates feront un coup qui leur permettra, d'une manière ou d'une autre, de prendre les républicains de vitesse. Qui sait? Mais les républicains ont déjà utilisé l'Iran lors d'élections passées, comme on le sait, pour faire basculer les résultats. Oui. Donc voilà, c'est plus ou moins comme ça que je prévois que les choses se dérouleront. Trump n'a donc aucun intérêt à trouver une solution à ce problème, peut-être à calmer la situation. Il y aura des accalmies, des moments où ce sera moins hostile. Mais ce sera alors le moment où les États-Unis rechargeront et réarmeront, et où les intercepteurs israéliens seront rechargés et réapprovisionnés, et ainsi de suite. On ne peut pas laisser Israël se débrouiller seul. En alles point blessing. Ils doivent disposer d'un certain niveau de défense pour que les États-Unis puissent mener leur agression. Parce que si l'Iran commence à frapper des cibles israéliennes, ils doivent être en mesure de se défendre. C'est donc probablement la première priorité. La deuxième priorité, c'est la défense américaine des installations américaines, qui se font de moins en moins nombreuses. Ensuite, les États-Unis mèneront, disons, essentiellement toute opération grâce à leur puissance navale et à leurs autres bases. Ils ont énormément de bases et d'installations dans la région et aussi en Europe. Ils ont déjà montré qu'ils pouvaient bombarder l'Iran depuis l'Europe, depuis Diego Garcia, depuis la Corne de l'Afrique ou d'ailleurs. Ils ont beaucoup d'options différentes. Et puis les gens disent, eh bien, c'est terrible. Ça ne va pas marcher. Peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être que ce sera un échec. Peut-être que ça mettra les États-Unis en faillite. Mais ça ne les empêchera pas de le faire. Ça ne les empêchera pas de faire ça, parce que sur le long terme, ils ne peuvent tout simplement pas donner l'impression, du moins, ce président ne peut pas donner l'impression de perdre face à l'Iran. Hors de question. Hors de question. Alors ils feront n'importe quoi. Ils simuleront des négociations, de faux accords. Ils monteront un coup pour les élections de mi-mandat, puis reprendront les hostilités ensuite, provoqueront une nouvelle crise et pendant la campagne électorale de 2028, créeront un grand drame, puis proposeront une solution vague juste avant les élections. Ils peuvent le faire parce qu'ils contrôlent la situation. Ils contrôlent la situation. Donc ils peuvent en quelque sorte entretenir ce feu et maintenir l'Iran en feu pendant les 2 prochaines années. Donc c'est une pensée horrible, Nima. C'est une pensée horrible. Mais est-ce que vous pensez que les Iraniens s'y préparent? Moi, je pense que oui, à 100%. Mais les médias américains et tous les commentateurs ne voient pas les choses sous cet angle. Parce que pour les médias traditionnels, et plus encore, je dirais, même pour les médias alternatifs grand public, tout leur modèle économique consiste à passer d'une crise quotidienne à l'autre, à suivre les tweets de Trump. C'est comme ça que le modèle économique d'Internet semble fonctionner dans l'économie de l'attention. Et c'est exactement comme les médias traditionnels. Aucune différence. Donc tout le monde va continuer à se caler sur le rythme de Trump, comme le font les médias traditionnels, puis à se demander s'il s'agit d'un véritable accord de paix. Est-ce que ces négociations sont sincères ou non? Allez les amis, nous avons déjà les réponses à toutes ces questions. Du moins nous aurions déjà dû les avoir à ce stade, non? Combien de fois ce président, cette administration, Israël nous ont-ils déjà trompés? Trop de fois. Nous nous sommes tous brûlés les doigts.
Pour moi, en tout cas, il est évident de voir comment ça va se dérouler. Alors, on verra. Comme je l'ai dit auparavant, Nima, et comme vos autres invités l'ont aussi fait remarquer, toute escalade, l'utilisation d'une arme nucléaire par Israël ou les États-Unis, changerait complètement la donne. Oui, c'est vrai, à 100%. Cela aura des implications mondiales pour la politique nucléaire, la stratégie et ainsi de suite. Mais si ça se fait à Pickaxe Mountain ou dans une autre installation souterraine quelque part en Iran, dans quelle mesure, même dans ce cas, Nima, cela va-t-il changer l'orientation défensive de l'Iran? Dans quelle mesure cela va-t-il changer la structure politique de l'Iran? Ça ne la changera pas. Cela va durcir leur détermination. Je prédis que cela durcirait leur détermination de façon permanente. Cela cristalliserait la révolution iranienne au sein de la société. Ce serait une grande tragédie, bien sûr, surtout si beaucoup de gens meurent ou si un énorme problème environnemental résulte des nuages de radiation ou de quoi que ce soit d'autre. Mais cela ne va pas dissuader les Iraniens. Cela ne va pas les faire capituler. Ils ne vont pas brandir le drapeau blanc. Personnellement, je ne les vois pas faire ça. Ce n'est que mon avis. Et cette partie du débat, le volet nucléaire de cette conversation, c'est la seule qui me paraît bien plus imprévisible et peut-être potentiellement plus volatile. Il est difficile de savoir comment la communauté internationale réagira et si cela pourrait ou non changer la donne dans la région. Nous verrons bien. Mais dans un cadre conventionnel, Nima, je pense que ce qui se passe est assez clair. Et la manière dont cela va se dérouler est presque prévisible, si cela reste dans un cadre conventionnel. Et vous aurez des escalades, comme on le voit en mer Caspienne avec les blocus. Le théâtre des opérations va inévitablement s'étendre, très certainement. Et c'est aussi problématique, c'est aussi imprévisible. Si d'autres pays entrent dans cette situation, l'Azerbaïdjan, la Russie, ou si les États-Unis, Israël, la Turquie deviennent actifs dans cette région, cela pourrait éventuellement faire légèrement évoluer les choses. Mais je ne pense pas que ça changera fondamentalement les principaux piliers du conflit, les principaux sujets de préoccupation. Et là encore, on en revient au conflit dans le détroit d'Ormuz. Les détroits de Bab el-Mandeb resteront le levier le plus important dans tout cela. Oui, merci. Merci, Patrick. Allez sur 21st Century Wire et suivez Patrick là-bas. Vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les liens vers sa chaîne YouTube, son Substack et son site internet, 21st Century Wire. Allez-y et suivez Patrick. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup, Nima. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Ici.